Merci pour cette introduction, Alizé. Euh, Bonjour, je m'appelle Gauthier. Aujourd'hui, on va parler d'activité. Au commencement était le néant. Et un jour, Sir Tim Berners-Lee dit que le web soit. Et les MPA furent. Les Multiple Page Apps. Concrètement, de quoi on parle? On parle tout simplement d'applications où je vais pouvoir naviguer entre différents documents qui contiennent des informations par le biais de liens qui me permettent d'accéder à d'autres documents. En fait, je dis multiple page apps, mais en réalité, à l'époque, on appelait ça juste des apps, parce qu'il n'y avait pas d'autres concepts. Et un jour, il y a un petit malin qui s'est dit, ça serait bien si mon application, je pouvais changer des petits morceaux dedans, sans forcément avoir besoin de recharger une nouvelle page. Et de ça, on a tiré Ajax. Ajax pour Asynchronous JavaScript and XML. Alors en réalité, le XML n'est pas particulièrement important. La partie importante, c'est Asynchronous JavaScript. L'idée étant que je puisse, par exemple, modifier un petit morceau de page, par exemple un like, sans avoir besoin de recharger une page complètement. Puis après, il y a un autre petit malin qui s'est dit, c'est pas mal ça, Ajax. Est-ce qu'on pourrait pas faire ça pour l'entièreté de ma page? Et de ça, on a tiré les single page apps. Donc single page app, concrètement, c'est je vais charger toute ma page comme si c'était des petits morceaux que je pouvais gérer unitairement. Puis après, il y a un troisième petit malin qui s'est dit, c'est bien les single page apps, mais quand même, il nous manque des choses qu'on avait avant avec les multi-page apps. Et du coup, on a inventé les PESPA. PESPA pour Progressively Enhanced Single Page Application, donc application monopage améliorée progressivement. C'est très vague, on va le redéfinir un peu plus tard. Et de cette définition-là, en fait, on peut aussi considérer que Ajax, c'est un petit peu comme une PE-MPA. Donc c'est une MPA sur laquelle on a rajouté progressivement des fonctionnalités pour la rendre un peu plus proche de la SPA. Donc bonjour. Alors après cette magnifique introduction d'Alizé, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette slide. Concrètement, moi je suis dans le domaine de l'accessibilité, je suis développeur front-end avant tout, expertise accessibilité. Et j'ai eu l'occasion à Octo d'aider un petit peu quelques équipes à travailler sur l'activité de leur service. Et notamment, j'ai eu l'occasion de réaliser quelques petits audits, alors jamais des audits complets, qui sont très lourds et coûteux, mais au moins des petits audits ciblés sur certaines des applications. Il y a un truc que je remarquais sur quasiment toutes ces applications, c'est qu'il y a certains problèmes qui revenaient, toujours les mêmes, et toujours liés à l'architecture web. Et c'est donc de là que j'ai tiré ce sujet. Quel est l'impact de l'architecture web sur l'accessibilité de manière générale? Ok, donc je vous ai dit, on va devoir un petit peu redéfinir certains éléments, notamment qu'est-ce que c'est qu'une PE-SPA. Parce que c'est très vague. Prendre une SPA et l'améliorer progressivement, ça veut un petit peu tout et rien dire. Je vais prendre une définition bien spécifique, parce que c'est notamment c'est là-dessus que vont porter les problèmes principaux d'activité. Mais l'idée, voilà, c'est que c'est assez vague, donc on va choisir une définition ensemble. Alors pour définir ce que c'est une PE-SPA, on va reprendre du début. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une MPA? Donc une MPA, concrètement, le concept, c'est je vais demander une ressource, donc là par exemple example.com, je la demande au serveur, et le serveur va me renvoyer une page HTML que je vais pouvoir afficher dans mon navigateur. Et puis ensuite, je vais vouloir cliquer quelque part sur un lien, sur un bouton, et donc je vais demander au serveur une deuxième ressource, /page, et il va me renvoyer une deuxième page HTML que je vais pouvoir afficher. Jusque-là, a priori, c'est assez simple. Maintenant, la SPA, qui est de l'autre côté du spectre, à quoi ça ressemble? En fait, je vais demander une ressource au serveur, et le serveur, il va pas me renvoyer du HTML, il va me renvoyer du JavaScript, principalement, et un petit peu de données, donc en JSON, généralement. Et ensuite, je vais exécuter ce JavaScript sur mon client pour générer une page HTML que je vais pouvoir afficher dans le navigateur. Parce que le navigateur, il n'est pas capable de comprendre et d'afficher du JavaScript. Tout ce qui s'est affiché, c'est du HTML. Et ensuite, du coup, quand je vais faire une interaction, je vais cliquer sur un bouton ou un lien, je vais demander une nouvelle ressource, le serveur il va envoyer uniquement du JSON, et je vais pouvoir réexécuter le même script que j'avais récupéré précédemment pour générer une nouvelle page. Donc ça, c'est la SPA. Et puis du coup, le petit mec qui a inventé la PE-SPA, ce qu'il s'est dit, c'est quand je veux charger ma première page, en fait, c'est assez coûteux. C'est-à-dire que le JavaScript, c'est coûteux à télécharger, c'est coûteux à exécuter. Donc ça prend un certain temps. Alors, c'était pas le seul problème, il y avait aussi des problèmes de SEO, on va en reparler un petit peu plus tard. Notamment le fait que quand les crawlers de Google, notamment à l'époque, ils ne pouvaient pas exécuter du JavaScript, tout ce qu'ils recevaient, c'est du HTML. Donc c'était un autre problème, mais concrètement, le problème principal, c'était ça. C'était une question de performance de première page. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est potentiellement, je peux recevoir une page HTML lors de mon premier appel,
Et en parallèle, un petit peu en cachet, je vais recevoir du JavaScript. L'avantage, c'est que comme j'ai déjà ma page HTML, j'ai déjà affiché le contenu. Et ensuite, avec ce JavaScript, je vais pouvoir, pour tous mes appels subséquents, je vais pouvoir récupérer uniquement le JSON, exécuter le JavaScript avec ce JavaScript. Donc c'est cette définition-là de PE-SPA que je vais choisir. C'est ce que font aujourd'hui beaucoup des frameworks qui se basent sur des technos actuels. Donc par exemple Next, Nuxt, Gatsby, etc. Tous ces frameworks, c'est ça qu'ils font. Et vous pouvez le voir, en fait, si vous inspectez votre network dans vos DevTools, vous verrez que la première page, vous allez recevoir du HTML, et puis toutes les pages suivantes, vous ne recevrez plus aucun HTML, tout ce que vous recevrez, c'est du JSON, avec la nouvelle donnée affichée. Ok, donc là, on a défini les architectures front. C'est de ça dont je vais parler quand je parle d'architecture front. Maintenant, on va parler d'accessibilité. Si je reprends mes technologies, et que je les place ce coup-ci, non pas sur un spectre, mais sur une timeline, donc le web, ça a été rendu public en 1993, toujours par Tim Berners-Lee. En 99, on a l'Ajax qui apparaît, notamment avec les avancées de la spec HTML et JavaScript surtout, qui nous permettait du coup maintenant de faire des appels asynchrones, ce qu'on ne pouvait pas faire au début. Et ensuite, SPA, j'ai mis aux alentours de 2010. En réalité, c'est en 2010 que ça a commencé à être un peu popularisé. Mais si on veut être un peu plus précis, en fait, il y avait un premier brevet aux États-Unis qui date de 2002 et qui décrit quelque chose d'un peu comme ça. Alors c'est assez intéressant parce qu'en fait, si on lit ce brevet, ce qu'il décrit, c'est pas la SPA, c'est la PE-SPA. Il décrit un système où on reçoit une structure de données, donc comprendre une page HTML, ainsi que des instructions pour générer les structures de données suivantes. Donc concrètement, c'est la PE-SPA. En réalité, la PE-SPA, elle a été popularisée beaucoup plus tard encore. On a d'abord eu des frameworks comme Angular, React, etc. Et ensuite, on s'est posé des questions du rendu serveur, etc. Donc j'ai mis aux alentours de 2010, c'est un peu plus flou. L'avantage, c'est qu'à Ajax, on a une date. Pareil, le web, on a une date. Les SPA, c'est un peu plus compliqué. C'est un concept, donc pas de date exacte. Et en fait, ça peut vous surprendre, mais l'accessibilité, on commence à en parler. En fait, on commence à officialiser les choses aussitôt que 96, avec WAI. Donc WAI, c'est Web Activity Initiative. C'est un groupe de travail au sein du W3C, donc les gens qui font la spec HTML, les gens le groupe dont fait partie Tim Berners-Lee, qui est entièrement axé sur l'accessibilité. En réalité, on en parlait déjà avant. C'est juste qu'en 96, ça a été rendu public. On a eu Tim Berners-Lee qui a parlé aux journalistes et qui leur a dit voilà, on a lancé ce groupe de travail. Et notamment, c'est lors du lancement de ce groupe de travail qu'on a cette superbe citation que j'aime beaucoup de Tim Berners-Lee, qui est que le pouvoir du web, c'est dans son universalité. Le fait qu'on puisse y accéder, peu importe son handicap, c'est un aspect essentiel du web. Donc ça, c'est au lancement, donc c'est 96, c'est 3 ans après que le web soit devenu public. Donc c'est pas l'accessibilité, je sais qu'on en parle beaucoup plus aujourd'hui que ce qu'on en parlait il y a 5 ans, mais en fait, c'est pas un nouveau concept. Ça existe depuis, plus ou moins depuis que le web existe, et en fait même avant, puisqu'on parlait déjà d'accessibilité dans le monde physique, les rampes d'accès, les ascenseurs, etc. Et même dans le web, en fait, c'était quelque chose qui a été pris en compte dès le début, et même dans le logiciel, avant le web, avant qu'on ait le web, c'était aussi des concepts qui existaient. Mais là, voilà, on a un lancement officiel du groupe de travail qui va se concentrer sur l'accessibilité. Ok, donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, l'impact de l'architecture sur l'accessibilité. Je vais vous prendre 3 exemples. Je vais mettre dans une situation de handicap, en l'occurrence, je vais prendre une situation un peu extrême qui est la cécité. Donc, comme si j'étais une personne aveugle, je vais activer mon lecteur d'écran, qui est tout simplement un logiciel qui va retranscrire tout ce qui se passe à l'écran avec une voix. Comme ça, je peux l'entendre. Et je vais masquer un petit peu le fond, comme ça, on pourra un petit peu voir les problèmes. Donc, premier problème, donc, je vais naviguer sur la page. Link, image, Versal logo, footer, link, docs, link, support policy, link, learn, link, showcase, link, blog. You are currently on a link. Tiens, ça m'intéresse, je vais aller voir ce qui se passe dans le blog. Donc je vais activer le lien. Il ne se passe pas grand-chose. On voit visuellement qu'il s'est passé quelque chose, mais pour un utilisateur aveugle, il ne se passe pas grand-chose. Alors pourquoi on a ce problème-là? Je vais réactiver l'écran et on va réessayer notre manipulation. Donc hop, je remets l'écran, je navigue dessus. Je vais jusqu'au lien blog. Je vais cliquer dessus. J'ai bien le contenu qui est apparu. Mais si maintenant, j'essaie de continuer de naviguer, ce qu'on va voir, c'est que hop, ça repart d'en bas. Pourquoi ça repart d'en bas? Parce qu'en fait, pour le navigateur, il n'y a pas eu de changement de page, ça a été géré par du JavaScript. Donc le navigateur n'est pas au courant qu'il y a eu une nouvelle page qui est arrivée. Et donc le navigateur, il ne se dit pas « Ah tiens, il faut que je remette le focus tout en haut ».
Il faut que mon utilisateur il reprenne son expérience du début. Lui, tout ce qu'il voit, c'est qu'il y avait un footer, il y a toujours un footer, j'étais dans le footer, donc je reste dans le footer. Alors ça va parce que c'est pas trop compliqué à corriger. Donc par exemple, en React, on peut faire quelque chose comme ça. Je vais dire à chaque fois que je change de page, je vais remettre le focus sur le body. Body étant l'élément à la racine de tout, ça remet le focus au début. Ça marche assez bien. Ça marche aussi assez bien en Vue, par exemple. En fait, ça marche dans un petit peu tous les frameworks, parce que c'est du JavaScript, tout ce qu'il y a plus JavaScript. C'est pas lié à un framework ou quoi que ce soit. Donc ça marche assez bien. Bon, on va essayer. On va refaire la même manipulation et voir ce que ça donne. Link, image, Versal logo, footer, link, docs, link, support policy, link, learn, link, showcase, link, blog. You are currently on a link. OK. J'active le lien. La page a bien changé. Après, ce qui est un peu dérangeant, c'est qu'il se passe toujours rien. Il n'y a rien qui annonce à l'utilisateur pour dire qu'on a changé de page. Mais par contre, maintenant, si j'essaie de continuer... Deny, button, accept all, button, consent settings, button, link, skip to content, banner. Donc voilà, on voit, donc banner, c'est le header du site. Donc il est passé d'abord sur le gestion de cookies, ce qui est intéressant d'avoir ça comme premier point d'arrêt pour l'utilisateur. Et puis après, il est revenu sur le header. Donc notre correctif, il a fonctionné. Quand j'ai changé de page, j'ai bien repris le focus au début. Par contre, j'ai toujours un problème, c'est que je ne sais pas si donc en étant un utilisateur aveugle, je ne vois pas le fond qui a changé, je ne sais pas qu'il y a une nouvelle page qui est arrivée. Donc deuxième problème, c'est que j'annonce pas à l'utilisateur qu'il y a du nouveau contenu. Et ça, c'est quelque chose qui est natif pour la MPA, puisque comme le navigateur est au courant qu'on a changé une page, il est capable de l'annoncer à l'utilisateur lui-même, sans que moi j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Alors, dans ce cas-là, on a quand même un petit correctif qu'on peut faire. Et en fait, c'est déjà quelque chose qui a été envisagé par les concepteurs de Next, Nuxt, etc. Donc, ils ont généralement déjà des composants qui permettent de faire ça. En l'occurrence, donc par exemple, avec Next, c'est le App Router Announcer, qui va tout simplement annoncer quand l'application change de route. On a la même chose sur Vue, sur Nuxt, du coup, avec Nuxt Route Announcer. Et concrètement, ces composants-là, ils sont pas très intelligents, ils font pas grand-chose de très compliqué. En fait, concrètement, ce qu'ils font, c'est un paragraphe en ARIA Live. Donc ARIA Live, ce que ça dit, c'est quand le contenu va changer, je vais vouloir l'annoncer à l'utilisateur, automatiquement, sans que l'utilisateur ait besoin de venir sur le contenu. Et avec dedans, je vais mettre le titre de document, donc le nom de la page. Et puis comme ça, quand je change de page, ça change le titre de document et ça va l'annoncer à l'utilisateur. Alors déjà, là, pour moi, il y a deux problèmes. Autant la première solution qu'on a vue tout à l'heure sur le focus, c'était une solution un petit peu parfaite, c'est-à-dire que ça remettait le focus comme quand le navigateur remet le focus, donc pas de problème. Autant celle-là, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite parce que quand c'est le navigateur qui décide, quand c'est le navigateur qui est au courant que la page a changé, le navigateur il peut écouter les préférences de l'utilisateur pour annoncer des choses différemment en fonction de ce qu'a configuré l'utilisateur. Là, c'est à moi en tant que développeur de définir qu'est-ce que je veux annoncer à l'utilisateur. Donc potentiellement, l'utilisateur il peut vouloir annoncer tout un tas d'informations. Il peut vouloir annoncer quand la page est en cours de chargement et quand elle a fini de charger. Ça, du coup, je ne peux pas le faire. Ou alors, en tout cas, il faut que ce soit moi, en tant que développeur, de décider de l'annoncer à l'utilisateur. Il peut vouloir, par exemple, avec VoiceOver, donc le lecteur d'écran qui est par défaut sur Mac, on peut activer une option qui va commencer à lire la page dans l'ordre du début quand on arrive sur une nouvelle page. Donc j'arrive sur une nouvelle page, ça commence sur l'header, ça commence à lire les éléments, et puis à tout moment, je peux l'interrompre et dire « Ok, je vais reprendre ma navigation à moi ». Là, du coup, le navigateur n'est pas au courant qu'on a changé de page. Donc il ne va pas commencer à annoncer le contenu. Donc voilà, on a une solution qui est suffisante, mais qui n'est pas parfaite. Et le deuxième problème que j'ai avec ça, c'est qu'a priori, quand je choisis mon framework de développement en front, l'idée derrière, c'est que je me retrouve à écrire moins de code. Et là, pour corriger les problèmes du framework, je me retrouve à écrire plus de code. Donc c'est peut-être qu'il y a un problème avec le framework. Donc là, on a deux exemples qu'on a réussi à peu près à corriger, pas forcément de manière parfaite, mais qu'on a au moins réussi à proposer à l'utilisateur une expérience qui fonctionnait. Maintenant, je vais prendre un troisième exemple. Alors pour ce troisième exemple, je vais prendre un autre site, un site qui est fait spécifiquement pour ça. Et pour le coup, je vais enlever le flou qui est en arrière. Je vais carrément mettre la page en noir, parce que sinon, ça va vous donner l'indice de quel est le problème. Donc je vous propose ça. You are currently on a banner, inside web content. Image. End of, website banner busy, banner. Website main busy, main. No action available. Image. End of, website main busy, main. Website complementary busy, complementary. Website complementary busy, image. End of, website complementary busy, complementary. Alors c'est très verbeux, mais en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que je suis arrivé à la fin de la page et que j'avais aucune information. Tout ce que j'avais comme information, c'est que c'était busy, donc occupé, parce que j'avais quelque chose qui est a priori en train de charger. Alors maintenant, je vais essayer de remonter, parce que potentiellement, maintenant, ça a chargé, j'ai du contenu.
Website complement end of website main busy. Rem quinc nulla perspiciatis accusamu repella. Voilà, là j'ai du contenu. Je suis content, j'ai du contenu qui est apparu. Sauf qu'en fait, comme je suis revenu en arrière, je suis à la fin de mon contenu. Donc maintenant, il faut que je retrouve le début du contenu. Laura heading level image. Heading level 2. Lorem ipsum $sit amud. Ok, donc je suis arrivé à une image, j'en déduis que c'est probablement un morceau du site qui est encore en train de charger. Et donc je sais que l'élément suivant, qui était le titre, c'est a priori le début de ce morceau de contenu en tout cas. Donc là, on a un problème déjà pour un utilisateur aveugle. En fait, ce problème-là, il va être encore plus gênant pour un autre type d'utilisateur, qui va être et en fait, je pense que vous allez le remarquer assez rapidement quand je vais réactiver l'écran, qui va être les utilisateurs qui ont des troubles de l'attention. Donc j'ai ce site qui est en chargement, avec tout un tas de spinners. Puis pour le moment, il n'y a pas de contenu, donc c'est bien, je suis sur le site, mais il n'y a rien. Ah, il y a le titre du site. Ok, donc je peux commencer à lire, mais il n'y a toujours pas de contenu. Donc j'attends. Ah, il y a du contenu. Ok, je peux commencer à lire. Parfait. Bah, le rem ipsum dollar sitamet, blablabla, blablabla. Et hop, il y a du contenu à droite. Bah, du coup, naturellement, mes yeux ils vont aller à droite. Et puis du coup, j'étais en train de lire ce qu'il y avait à gauche, donc maintenant il faut que je revienne à gauche et que je retrouve où c'est. Et hop, il y a du contenu qui apparaît au-dessus. Et là, il y a un deuxième problème en plus avec le contenu qui apparaît au-dessus, c'est que tout le contenu qui arrive après, bah, il a bougé. Donc ce qu'on appelle le layout shift, c'est quand j'ai du contenu qui apparaît avant là où j'étais, bah, naturellement, tout ce qui est en dessous va bouger. Et donc non seulement j'ai le regard qui est attiré vers le nouveau contenu, mais en plus de ça, je perds où j'en étais dans le contenu que j'étais en train de lire parce qu'il s'est déplacé. Et ça, pour le coup, il n'y a pas vraiment de solution. Alors, on peut essayer de mitiger ça. On peut dire, bah, au lieu d'avoir un spinner par une zone de chargement par zone de mon site, je peux dire, OK, je vais avoir un seul spinner global au site, et puis quand j'ai tout reçu, bah, j'affiche tout d'un coup. Du coup, ça perd quand même vachement l'intérêt de la SPA, où l'idée, c'était de dire qu'on pouvait changer des morceaux de sites indépendamment. Mais si derrière, je me retrouve à mettre un spinner global et à tout afficher d'un coup, bah, du coup, on n'a plus trop l'intérêt de la SPA. Et d'ailleurs, en fait, c'est ça que font les frameworks de PE-SPA. Hein. Quand on change de page, tout simplement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont recevoir la donnée, attendre d'avoir la donnée pour changer le contenu, et ensuite afficher tout le contenu d'un coup. Voilà, donc on n'a pas vraiment de solution. L'avantage, c'est que si on fait une MPA, le navigateur est au courant qu'on est en train de changer de page, donc il peut l'annoncer à l'utilisateur, il peut dire « Attention, je suis en train de charger », et puis une fois que je reçois la page, j'affiche toute la page d'un coup. Alors pourquoi on a ces problèmes-là? On a ce problème-là, j'ai commencé à l'aborder, je dis que le navigateur n'a pas l'information qu'on a changé de page. En fait, ce problème-là, il vient pour résoudre ce problème-là, il faut qu'on parle d'un concept qu'Alizé a abordé un petit peu plus tôt, qui est le principe de moindre pouvoir, ou Rule of Least Power en anglais. Et donc, si on reprend au début, en fait, quand on prend tous les langages de programmation, tous, on est capable de les hiérarchiser en fonction de leur puissance. Donc, par exemple, on va avoir tout en haut les langages qui sont Turing complets. Donc, c'est littéralement des langages avec lesquels on peut tout représenter. Vous allez retrouver tous les langages impératifs, hein, Java, JavaScript, etc. Ensuite, en dessous, vous avez ceux qui sont accidentellement Turing complets. Donc, ce qu'il faut comprendre par accidentellement Turing complet, c'est des langages qui sont Turing complets, mais dont ce n'est pas la philosophie. Donc, par exemple, vous prenez SQL, ça n'a jamais été créé pour être Turing complet, ça n'a jamais été créé pour pouvoir tout représenter. C'est un langage qui sert normalement uniquement à stocker des données, mais avec les évolutions dans le temps, bah, il est devenu Turing complet par des effets de bord. Donc on peut techniquement tout représenter, mais ce n'est pas fait pour. Ensuite, on descend à ceux qui sont presque Turing complet, donc ça va être tous les langages pour lesquels il manque une instruction pour être Turing complet. Donc ça peut être je ne peux pas changer la donnée, ou bien je ne peux pas naviguer sur la donnée, etc. Dessus, vous allez retrouver PDF, étonnamment. Et puis les plus anciennes versions de SQL. Donc on peut faire certaines choses, mais on ne peut pas tout représenter avec des anciennes versions de SQL. On descend ensuite en dessous dans les langages logiques. Donc là-dedans, vous allez retrouver tout ce qui est descriptif, mais avec une certaine logique derrière, comme les regexp, les listes de contrôle d'accès, les masques IP, etc. C'est descriptif, mais avec quand même une certaine logique derrière. Et enfin, tout en bas, vous avez ceux qui sont purement descriptifs, et c'est là qu'on va retrouver notamment le HTML, le Markdown, etc. Pourquoi cette hiérarchie est intéressante? Alors déjà, ce n'est pas une hiérarchie sur quel est le meilleur langage. Hein. Très clairement, on va en reparler, mais il y a un langage approprié pour chaque cas d'utilisation. Donc c'est vraiment pas quel est le meilleur langage, c'est tout simplement quel est le langage le plus puissant. Et pourquoi cette hiérarchie elle est intéressante? C'est parce que plus je descends dans ma hiérarchie, moins le langage est puissant, et plus je suis capable de l'analyser statiquement. Si j'ai un langage qui est purement descriptif, je peux lire le contenu, lire le script, et je sais exactement ce qui va se passer. Si j'ai un langage qui est impératif, je suis obligé de l'exécuter, au moins dans ma tête, pour savoir ce qui va se passer. Et ça, c'est super intéressant, parce que du coup, si j'ai un langage qui a une faible puissance, je suis capable dessus de faire des analyses statiques de sécurité. C'est beaucoup plus facile de savoir s'il y a une faille de sécurité dans du HTML que dans du JavaScript. Après, dans du JavaScript, on part du principe qu'il y en a, mais sinon, c'est plus facile dans du HTML de le savoir. On peut faire des analyses fonctionnelles.
c'est aussi là encore plus facile dans du HTML de savoir s'il y a un bug ou pas que dans du JavaScript. JavaScript, on va être obligé de l'exécuter, d'avoir des tests dessus pour se dire OK, il y a un bug. Et enfin, ce qui va nous intéresser surtout quand on va parler d'activité, c'est qu'on fait une analyse statique de contenu. Si on est capable d'analyser le contenu statiquement, c'est-à-dire qu'on est capable de l'adapter. Et c'est là qu'on va du coup avoir le concept d'assistance technique. En fait, une assistance technique, c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure, par exemple, avec VoiceOver, mon lecteur d'écran. C'est tout simplement une technologie qu'on vient rajouter sur la machine pour adapter les contenus pour une situation de handicap. Donc il y a VoiceOver, il y en a tout un tas d'autres, il y en a qui permettent d'extraire les hiérarchies des pages, etc. Si je suis capable d'analyser le contenu, donc je suis capable de le modifier, de l'adapter à l'utilisateur, comme VoiceOver, qui est du coup capable de le lire et de l'interpréter pour l'utilisateur. Et de ça, du coup, alors je vais en reparler encore une fois, mais on a un super monsieur qui s'appelle Sir Tim Berners-Lee, qui nous dit ça en 98. Il nous dit, particulièrement dans le cadre où on développe des interfaces pour les utilisateurs, il est toujours important d'utiliser le langage le moins puissant qui réponde à nos besoins. C'est pour ça que dans le web, on va toujours favoriser le HTML au JavaScript. Parce que le HTML, c'est un langage qui est peu puissant, c'est un langage purement déclaratif, donc je suis capable de l'analyser statiquement. JavaScript, je suis obligé de l'exécuter pour qu'il me génère du HTML, pour que je sois capable de l'analyser statiquement. Et du coup, ça devient plus statique, parce que je suis obligé de l'exécuter. Donc ça, c'est la raison principale pour laquelle les frameworks de développement modernes, notamment SPA et PESPA, et dans une moindre mesure PEMPA, ils vont avoir beaucoup de soucis. Alors, j'ai parlé d'activité, mais pas que de l'activité. On va en reparler un petit peu également d'éco-conception, de SEO, et tout un tas d'autres sujets qui nécessitent une analyse statique. Et justement, on va parler d'éco-conception. Alors, pourquoi je fais un dézoom sur l'éco-conception? Il y a deux raisons à ça. Déjà, parce que l'éco-conception et l'activité, ça fait partie d'un ensemble qu'on appelle le numérique responsable, qui cherche à résoudre en fait le même problème, de manière générale, qui est de donner accès à l'information à un maximum de gens. L'activité, c'est sur le volet du handicap, donner accès à l'information à des personnes qui sont handicapées ou en situation de handicap. L'éco-conception, c'est pour donner accès à l'information à des personnes qui seraient dans des ruptures numériques, notamment. Donc par exemple des zones blanches, etc. Donc ça nous permet de dézoomer un petit peu et de prendre un petit peu de hauteur. La deuxième raison pour laquelle je vais aborder l'éco-conception, c'est tout simplement parce que c'est l'argument principal généralement quand on parle de SPA, MPA, rendu serveur, rendu client. C'est souvent l'argument principal, l'éco-conception et la performance. Donc pour revenir sur SPA, MPA, pourquoi ça va avoir un impact sur l'éco-conception? Si je reprends ma MPA et ma SPA, la MPA, donc je vais avoir une requête qui va être faite au serveur, et je vais calculer des choses côté serveur et renvoyer uniquement du HTML. Là où la SPA, je vais renvoyer du JavaScript et ensuite le calcul va être fait côté client, donc sur le terminal de l'utilisateur. Alors, il y a quand même un sacré avantage à faire une SPA, c'est que pour moi, en tant que développeur et en tant que mainteneur, ça me coûte vachement moins cher, parce que je n'ai pas besoin d'un serveur qui exécute du code. Tout ce que j'ai besoin, c'est d'un CDN qui est capable de me livrer du JavaScript. Et d'ailleurs, je laisse la charge d'exécuter, donc de faire du calcul au client. Le gros désavantage, c'est que le client, c'est un environnement qui n'est pas contrôlé par rapport au serveur. Le serveur, je suis capable de dire, OK, ça va être une machine qui va avoir telle taille, qui va avoir tel package, telle librairie, tel logiciel, etc. Le client, je ne sais pas ce qu'il a. Je ne sais pas si son téléphone, par exemple, il va être suffisamment performant, s'il va être suffisamment restant, s'il va avoir un réseau suffisamment performant également. Tout ça, je ne suis pas capable de le contrôler. La deuxième information intéressante, donc quand on regarde des performances, c'est ce monsieur, Adi Osmani. Donc Adi Osmani, c'est qui? C'est un senior engineering leader chez Google, donc depuis 25 ans chez Google, et c'est notamment quelqu'un qui a collidé les efforts sur les Core Web Vitals, donc les métriques de performance du web. Et lui, ce qu'il nous dit, donc ça c'est en 2019 à une conférence qui s'appelle Perf Matters, ce qu'il nous dit, c'est que passer le téléchargement, donc le téléchargement, on sait que c'est le plus coûteux, mais passer le téléchargement, c'est l'exécution de JavaScript qui est le plus coûteux. Alors du coup, je me suis posé la question à quel point c'était plus coûteux. Donc j'ai fait une étude rapide, c'est pas représentatif de, je n'ai pas fait un test sur 1000 sites avec 15 pages à chaque fois. C'est uniquement sur 3 sites avec quelques pages dessus. Tous en Next.js, je vais expliquer pourquoi dans un instant. Et ce que j'ai remarqué, c'est que pour ces sites, on avait 35% des données qui transitaient qui étaient du JavaScript lié au framework. Je dis lié au framework parce qu'on a potentiellement les gestionnaires de cookies, etc., qui sont indépendants du framework. Et en fait, c'est pour ça que j'ai choisi du Next.js, c'est parce que Next, l'avantage, c'est que tout ce qui est lié au framework, ça commence par _next. Donc du coup, c'est facile à filtrer dessus. Alors 35%, ça peut paraître faible. On parle d'environ 1,5 méga pour des pages de 5 mégas. Ça peut paraître faible, mais en fait, ça contient, dans ces 100%-là, ça contient tout ce qui est contenu, les assets, contenu statique, contenu multimédia, qui sont, de manière générale, beaucoup plus volumineux que tout le reste. Donc les images, les vidéos, etc.
Donc en fait, 35%, si on compare, donc je vais prendre un exemple parmi ces 3 pages, il y a une page où on téléchargeait un peu plus d'1 méga de JavaScript pour derrière générer un HTML qui faisait 8 kilobytes. Donc c'est quand même, voilà, on parle de 1 méga versus 8 kilobytes, on est quasiment à un facteur 300, juste sur du JavaScript. Et là où ça devient encore plus impactant, c'est pour l'exécution. Donc ce qu'on disait, passer le téléchargement. Pour l'exécution, on parle de 56% du temps d'exécution. Alors j'ai enlevé tous les temps d'attente qui sont j'envoie une requête, ben, j'attends la réponse. Là, naturellement, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais si on enlève tous ces temps d'attente, 56% du temps d'exécution, il est passé à exécuter du JavaScript qui va ensuite générer du HTML. Là où c'est particulièrement frustrant, c'est que ces 56%, en fait, on peut s'en passer parce que c'est du JavaScript qui ne sert qu'à générer du HTML. Donc si je sers du HTML, bah, j'ai plus de JavaScript à exécuter. Je peux juste les gagner, ces 56%. C'est du 56% qui sont perdus actuellement. Ce matin, on avait Romain et Tristan qui nous parlaient de la loi de Wirtz. Là, on y est. Hein. Concrètement, c'est la représentation concrète de la loi de Wirtz. C'est vraiment, on rend les choses beaucoup plus consommatrices par nos choix techniques récents. Et d'ailleurs, en fait, il n'y a pas que moi qui le dis ça. Donc, il n'y a pas que moi et Adi Osmani qui le disent ça. Même la doc Angular, alors c'est bien parce que la Angular, comme on peut faire à la fois du client et du serveur sans rajouter de framework, on a plein dans la documentation, il y a plein d'informations sympas. Et notamment, ce qu'ils nous disent, c'est que quand on va choisir la façon de faire du rendu en Angular, donc CSR, c'est rendu côté client, client-side rendering, comprendre SPA. Donc le client-side rendering, ça nous impose des temps de chargement plus longs, un impact en performance et une plus grosse demande de ressources. Et donc si ces éléments-là sont importants pour nous, ce qu'ils nous recommandent, c'est plutôt de faire du rendu serveur, qui permet d'avoir une amélioration sur ces 3 aspects-là. On va en reparler un petit peu de la doc Angular, parce qu'en fait, réellement, il pousse le rendu serveur, pas que pour ça, mais aussi pour l'activité, pour l'ASO, etc. Ok, très bien. J'ai passé 15 minutes à bâcher sur SPA, à vous dire que le SPA, c'est le mal. Mais du coup, on fait quoi? Est-ce qu'on abandonne les SPA? La réponse, c'est non, en fait. On n'abandonne pas les SPA. Les SPA, c'est pas le mal. C'est un outil. C'est un outil qu'il faut avoir en tant que développeur, en tant qu'architecte, mais ce n'est pas le seul outil qu'on doit avoir. En fait, il faut garder à l'esprit qu'on peut faire des SPA, on peut faire des MPA, on peut faire tout ce qu'il y a entre les deux, et que chacun a des cas d'utilisation bien spécifiques. Donc, par exemple, je pourrais sortir une SPA quand j'ai besoin de faire un éditeur de slide. Un éditeur de slide, on peut avoir des super intérêts à faire de la SPA. Pareil, si vous faites du design assisté par ordinateur, on a de plus en plus de ces applications qui, historiquement, sont plutôt des applications lourdes, qui aujourd'hui sont portées sur le web. Ben ça, c'est des bons cas d'utilisation pour une SPA. Et par contre, je vais sortir la MPA. La MPA, c'est un petit peu le cas par défaut. Je vais choisir MPA, sauf si j'ai des cas d'utilisation de SPA. Ce qu'il faut garder à l'esprit, du coup, c'est qu'on va choisir la SPA pour les applications lourdes ou riches. Pourquoi j'ai mis le ou riche? Parce que je vous parlais un petit peu plus tôt du brevet qui avait été posé aux États-Unis qui décrivait un petit peu les SPA ou les PE-SPA. En fait, au début, ça ne s'appelait pas du tout SPA. Ça s'appelait Rich Internet Application. C'était pour ça que ça a été conçu. Ça n'a jamais été conçu pour remplacer quoi que ce soit. Donc voilà, cette information-là, cette condition-là, elle est assez importante. C'est qu'en fait, on veut sortir la SPA pour les applications riches. Et surtout, on veut sortir une SPA quand la notion de page est entièrement secondaire, voire inexistante. Si je prends un éditeur de slide, alors peut-être j'ai une notion de page, on peut dire chaque slide est une page, mais en fait, concrètement, c'est une application. La notion de page est complètement secondaire. Pareil, si je fais du design assisté par ordinateur, je peux avoir des modèles, différents qui sont chacun une page, mais concrètement, c'est secondaire à l'application en elle-même. Et d'ailleurs, c'est ce que dit un petit peu là aussi la doc Angular, hein, c'est quand est-ce qu'on va sortir le client-side rendering, donc la SPA, c'est lorsqu'on a besoin d'applications qui ont des forts besoins d'interaction, donc par exemple des panneaux admin, etc., ou quand on a besoin de temps réel aussi, ce qui est assez rare de nos jours, mais qui peut arriver. En effet, là, dans ce cas-là, la SPA, c'est tout à fait pertinent. Et par contre, pour tout le reste, on va plutôt s'orienter vers le rendu serveur, donc MPA, notamment pour les sites de e-commerce. Et aussi, ce qui est assez intéressant dans cette partie-là de la documentation, c'est que même pour les contenus personnalisés, ça reste pertinent d'avoir une MPA. Ce n'est pas parce que c'est personnalisé qu'on est obligé de l'exécuter sur le client. Ça va avoir un impact aussi de choisir la SPA. On en a parlé un petit peu sur l'accessibilité, mais en fait, si on veut choisir une SPA, il faut qu'on ait une réflexion d'expérience utilisateur qui soit très, très spécifique. Ce n'est pas du tout la même chose de concevoir pour une MPA, où on a tout un tas d'interactions par défaut qui sont définies, on navigue entre les pages en cliquant sur des liens, etc. Là, c'est une réflexion qui est complètement différente.
Cette réflexion, elle doit être faite au cas par cas et pour chaque persona. Et quand je dis chaque persona, ce n'est pas uniquement les personas classiques de mes différents utilisateurs de mon service, c'est aussi les personas extrêmes. Ce qu'on va appeler des personas extrêmes, c'est par exemple une personne qui serait aveugle. C'est une persona. Il faut réfléchir à l'expérience utilisateur qu'on va proposer à cet utilisateur-là. Une personne aveugle, une personne sourde, ça peut être des handicaps moins impactants, une personne qui a des problèmes de mobilité, etc. Mais voilà, il faut les prendre en compte, ces personas. Alors on fait quoi? Si vous avez su jusque-là, a priori, on fait du rendu serveur. Mais c'est pas si simple. Pourquoi c'est pas si simple? C'est parce que plus ou moins tous les frameworks modernes, ils ont un petit problème, c'est qu'ils proposent beaucoup de choses. Ils proposent notamment donc, du data fetching, je vais pouvoir aller récupérer de la donnée, je vais pouvoir faire quelque chose de cette donnée qui est le templating, donc prendre cette donnée, l'afficher dans du HTML pour pouvoir l'afficher sur le client, et également tout ce qui est partie UI, donc appeler des API navigateurs, appeler du match media par exemple pour avoir des informations sur le terminal de l'utilisateur, etc. Et également l'interactivité, qu'est-ce qui se passe quand je clique sur des éléments. Moi, ces quatre features-là, j'aime bien les séparer dans deux blocs différents. Alors, je les appelé domaine et UI. En vrai, les noms ne sont pas très importants. Ce qui m'intéresse, c'est de séparer notamment data fetching et templating d'un côté, et tout ce qui est interaction et UI de l'autre. Pourquoi je fais cette distinction et pourquoi je la fais à cet endroit-là? C'est parce que tout ce qui est dans la partie domaine ici, je peux l'exécuter côté serveur, en fait. Récupérer de la donnée, faire du rendu HTML, je peux l'exécuter côté serveur. La partie UI, où je vais écouter le device de l'utilisateur, appeler des choses qui sont natives au device de l'utilisateur ou gérer les clics, je peux l'exécuter que sur le terminal qui va le faire. Concrètement, si je prends en fait, ça va un peu au-delà de juste les découper. Il y a aussi une notion de comment on va agencer ces différents composants. Et donc, notamment, un problème qu'on va rencontrer, c'est si je vais avoir un composant de domaine qui, du coup, peut s'exécuter côté serveur. Donc, par exemple, avec du Next, on peut dire get server side props ou use server. Derrière, ce composant-là, il va avoir besoin d'appeler une API native, donc par exemple un match media, un use effect en React, etc. Donc, naturellement, il va devoir passer côté client. Donc, ça va être pour un composant UI. Mais maintenant, si avec ce résultat-là, je veux changer ce qui est affiché à l'écran, je veux changer le HTML produit, le problème, c'est que je ne peux pas revenir sur le serveur. Une fois que je suis sur le client, je suis sur le client. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que du coup, je vais exécuter ce code-là sur le client. Alors que c'est du code que je pourrais exécuter côté serveur. Donc ça, c'est aussi un des points d'attention à avoir avec ce découpage, c'est que ce n'est pas juste découper, c'est aussi regarder comment ça a agencé. Je vais prendre un exemple beaucoup plus concret, quelque chose qui j'ai encore en travers de la gorge aujourd'hui, alors que c'était il y a 2 ans que ça s'est passé. Donc on avait un site qu'on développait, c'était du Next pour le coup. On avait des pages sur ce site. Jusque-là, c'est assez classique. Ces pages, elles voulaient afficher un header qui était différent en fonction de si j'étais sur mobile ou sur desktop. Jusque-là, c'est assez classique. C'est-à-dire que sur desktop, je vais avoir un menu qui est là, qui est affiché directement. En mobile, potentiellement, je vais avoir un burger menu qui affiche une pop-up avec mon menu. Donc je faisais quoi? Je faisais un match média qui demandait du coup est-ce que je suis en mobile ou est-ce que je suis en desktop et qui changeait du coup ce qui était affiché. Donc j'avais un templating mobile et un templating desktop. Sauf que comme on le disait, là je ne peux pas revenir sur mon serveur. Donc je me retrouvais à faire le templating sur mon client. Alors jusque-là, c'est pas très compliqué, enfin c'est pas très gênant. C'est-à-dire bon, on a un petit peu de code qui pourrait s'exécuter sur le serveur et qui finalement s'exécute sur le client. C'est que le header jusque-là, c'est pas très grave. Le problème, c'est que mon header, il est présent sur toutes les pages. Il est présent à la racine de toutes mes pages dans le layout. Donc ce qui s'est passé, c'est que toutes mes pages, le contenu de toutes mes pages était rendu entièrement sur le client. Alors que moi, j'avais explicitement dit à Next que je voulais que ce soit rendu sur le serveur. Et en fait, il est aussi un petit peu là le problème, c'est que Next, il a la fâcheuse tendance à dire si je suis pas capable de l'exécuter sur le serveur, même si toi tu m'as dit que tu voulais que je l'exécute sur le serveur, si moi je suis pas capable, je vais l'exécuter sur le client et je vais faire semblant que tout va bien. Je vais jamais rien te dire, je vais pas te mettre un message d'erreur ou quoi que ce soit. Je vais juste dire je suis pas capable, je le rends côté serveur, côté client, pardon. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai un petit peu en travers de la gorge, c'est que du coup, nous, on avait toutes nos pages qui étaient rendues côté client, on ne comprenait pas pourquoi. Et en fait, c'est quand on a ouvert ce composant de header qui était là depuis des années, qu'on s'est dit, ok, toutes nos pages sont côté client, c'est juste à cause de ce composant-là. Ok, c'est très bien tout ça, mais ça ne répond pas à la question, alors on fait quoi? En fait, ce qu'on va vouloir faire, je pense que vous l'avez compris, sur ce type d'application, c'est qu'on va vouloir tendre vers la MPA, ou au moins vers la PE-MPA, pour les applications où c'est pertinent. On ne peut pas le faire en une étape comme ça, trop coûteux. Donc ce que je vous propose, c'est 3 étapes. La première, c'est faire ce fameux découpage domaine UI. Donc vous prenez vos composants, vous faites un peu de refacto, vous avez des composants qui font des appels réseau et des composants qui affichent de la donnée. Ce découpage-là, moi, ce que je vous recommande, c'est de faire un découpage concret. C'est pas juste de dire, ok, je vais avoir un dossier dans mon projet qui s'appelle UI et un dossier qui s'appelle domaine,
et de le faire au sein du projet. Moi, ce que je vous recommande, c'est carrément d'avoir des projets différents. Et pour ça, un design system, par exemple, c'est un très bon outil. Même si vous n'avez qu'une seule application, même si vous ne pouvez pas prendre toute la force du design system, ça reste une très bonne solution pour ce cas-là. Alors ça peut être design system, ça peut être juste une lib de composants dans un repo à part, etc. Mais l'idée, c'est de faire un découpage concret, de dire ce design system, ce repo spécifique à l'UI, il ne fait que ça. Il n'a pas accès aux fonctions de data fetch, etc. Il ne fait que ça. Une fois qu'on a fait ce découpage, c'est là qu'on va pouvoir du coup ajouter un meta framework. Alors vous avez tout un tas de choix. Vous avez Astro, Next, Nuxt, Gatsby, etc. Pour cela, je vous conseille Astro parce que ça va vous permettre de skipper la troisième étape. Et pour le coup, la troisième étape, c'est l'étape la plus douloureuse. Donc, dans ce cas-là, je vous conseillerais vivement Astro ou quelque chose de similaire, parce que Astro, c'est pas un framework de PE-SPA, c'est un framework de MPA ou de PE-MPA. Donc, ça vous permet de skipper l'étape, je passe de PE-SPA à MPA. Et du coup, cette fameuse étape qui est la plus douloureuse, et où je vais entendre probablement l'écrit, c'est qu'il faut se passer des optimisations du framework. Notamment sur tout ce qui est routing. Donc, router.push, on arrête d'utiliser, on utilise plutôt les API natives navigateurs, à savoir navigation.navigate ou history.push. Et pareil, les composants de liens custom, nextlink, nuxlink, pareil, on va s'en passer et on va utiliser des composants HTML classiques, labellisés. Alors c'est un peu douloureux de dire ça, surtout quand je parle d'éco-conception un peu plus tôt. Mais il faut garder aussi à l'esprit un truc. Donc si je prends ce schéma-là qui compare la PE-SPA, on disait à PE-SPA, j'envoie du HTML, beaucoup de JavaScript, et ensuite j'exécute ce JavaScript pour générer du HTML pour toutes les pages suivantes. Si maintenant mon framework, je vais m'en servir comme framework de PE-MPA, en fait, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, pareil, du HTML, du JavaScript, et pour toutes les pages suivantes, je vais de nouveau récupérer que du HTML, du JavaScript. Et ce JavaScript, là où c'est un petit peu douloureux, c'est que ce JavaScript, j'en ai pas besoin, en fait. Je vais jamais l'exécuter, parce que je ne passerai jamais d'une page à une autre avec ce JavaScript. Donc en effet, je vais me retrouver à télécharger, en plus du JavaScript, c'est gros, hein, on parlait de plusieurs mégas tout à l'heure. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce n'est pas une problématique qui est spécifique au framework web. C'est-à-dire que ça, c'est une problématique qu'on avait déjà avant. Je parlais des assets statiques, les images, vidéos, etc. C'est déjà des problématiques qu'on avait. Comment je fais pour, quand je vais naviguer sur plusieurs pages qui ont la même image, pour ne pas avoir à retélécharger l'image 50 fois? Du coup, c'est simple. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un cache dans le navigateur qui dit si j'accède à la même ressource, je ne la retélécharge pas, j'utilise ce que j'ai dans mon cache. Donc en fait, c'est douloureux, et notamment pour le premier appel, puisqu'on va télécharger tout le JavaScript, alors qu'on ne va jamais s'en servir. Mais après, pour tous les appels suivants, a priori, ça sera dans le cache. Et c'est aussi pour ça que Astro, du coup, c'est intéressant, parce que comme Astro, il va livrer très peu de JavaScript, du coup, c'est gagné. Ok, du coup, on va conclure rapidement. Quelques takeaways avant de partir. Donc on l'a dit, nos choix techniques, notamment dans le front, un petit peu dans le back, mais surtout dans le front, ils vont avoir un impact pour l'utilisateur. Donc c'est important de choisir le bon outil pour le bon usage. Et en parlant d'outils, du coup, on a parlé de SPA et MPA. Donc pour rappel, la SPA, ça va être pour les applications lourdes qu'on va vouloir porter sur le web. Et pour les MPA, en fait, ça va être votre valeur par défaut. Ça va être votre si je dois démarrer un projet, je pars de la MPA. Et si j'ai besoin, je passe sur une SPA. Et surtout, si vous choisissez de partir sur une SPA, il faut que vous ayez une attention très particulière sur l'expérience utilisateur de tous les utilisateurs. Merci pour votre attention.